Alors, aujourd'hui, on doit parler de Mort sur le Nil. Nil? Mort sur le Nil? Mort sur le Rhône? Mort sur le Nil? Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection. On va parler aujourd'hui du film, donc, Mort sur le Nil. Réalisé par Kenneth Branagh, qui est la suite donc du Crime de l'Orient Express. Voilà, merci. Du Crime de l'Orient Express de 2017. Déjà, le temps passe. Il ne faut pas oublier aussi que ce film a été repoussé pour des raisons de pandémie mondiale. Je pense que vous êtes au courant, donc voilà. Donc, toujours réalisé par Kenneth Branagh, toujours interprété par Kenneth Branagh dans le rôle d'Hercule Poirot, donc ce détective belge créé par Agatha Christie. Il faut donc savoir que, encore une fois, on adapte Mort sur le... Oh, non, toi tu vas pas le refaire. Hein. On réadapte la même œuvre qui avait déjà été adaptée donc en 1978, hein, version que je n'ai pas vue, mais on va pas se mentir, encore une fois, on ne cherche pas l'originalité, ce qui nous permet déjà de revenir sur une petite parenthèse, entre guillemets, déjà sur le premier, avant de revenir sur celui-ci. Comment ça se fait que le premier ait autant fonctionné? Parce que finalement, c'était une histoire classique, le Crime de l'Orient Express. Eh ben, c'est juste parce qu'il y avait un bon casting, je pense, et parce que c'était très moderne, très d'actualité dans la manière de filmer. Alors qu'il y avait aussi eu d'autres des adaptations avant. Une histoire qu'on connaît, encore une fois ici, plus ou moins. Cette fois-ci, j'ai pas lu le livre, contrairement à la dernière fois, et je me suis pas forcé à le lire, j'ai fait exprès. Je veux dire, je ne le lis pas, comme ça je découvre le film en tant que tel. Mais une histoire globalement connue, des méthodes scénaristiques connues, hein, mais remise au goût du jour, est-ce que ça passe? Alors cette fois-ci, le casting, il est un peu moins fourni, non pas au nombre de personnages qui sont toujours très nombreux, mais peut-être d'un point de vue des noms d'acteurs qui peuvent attirer les gens. Bon, on a Gal Gadot, on a Armie Hammer. Évidemment, je vous ai dit Kenneth Branagh, mais je vais pas le répéter. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme ça? On a Tom Bateman, Laetitia Wright, on a Ali Fazal et plein d'autres, hein, si je continue, Russell Brand, bref, il y en a plein. Mais comme vous voyez, il y a peut-être un petit peu moins de noms à l'affiche pour attirer les gens. Encore une fois, une adaptation d'Agatha Christie, donc encore une fois, on a ce qu'on appelle en français courant un whodunit, hein, donc qui l'a fait, qui est l'assassin. Donc je rappelle que c'est, ce qui a inspiré beaucoup de choses, hein, zone fermée, avec un nombre de suspects, et lequel de ces personnages va être l'assassin? Telle est la question. Donc, Mort sur le Nil. Dès que j'ai commencé à le dire, je savais que ça allait mal passer. Donc, il nous explique quelque chose qui se passe cette fois-ci, évidemment, en Égypte, sur le Nil. D'accord? Et on a donc notre Hercule Poirot qui est là et qui va enquêter sur ce bateau fermé, plein de personnages. Alors, le film est divisé en deux parties. Il y a une première partie qui dure 1 heure sur le film, qui dure 2 heures globalement, qui est plus, on va dire, dramatique, hein, c'est-à-dire on a Hercule Poirot qui est là, qui voit un peu les différentes interactions sociales entre les différentes personnes. Lui, il aime lui, mais il aime pas lui, qui aime pas l'autre, qui aime pas celui-là, qui aime... Voilà, on est au niveau de tout ça, on voit que qui regarde beaucoup de choses, et nous, évidemment, puisque tout le monde sait que les romans d'Agatha Christie ont le côté un peu jeu, nous on est là aussi déjà en train de repérer, parce qu'on sait qu'il va y avoir un meurtre, on sait qu'il va y avoir un assassinat, donc nous on est déjà là, en train, comme Hercule Poirot, de repérer un peu les trucs, ce qui fait qu'on est déjà actif, et c'est pas qu'il se passe absolument rien, déjà là, il y a quelqu'un qui dit qu'elle a peur pour sa vie, etc., donc il y a des petites situations qui se passent. Globalement, le film, donc, va commencer en tant que tel, vraiment, le déclencheur, il arrive après 1 heure de film, c'est peut-être un peu long, hein, je dis ça pour que vous soyez prévenus, mais je trouve pas forcément qu'on s'emmerde, hein, c'est juste que, voilà, c'est la construction. La deuxième partie va donc être l'enquête en tant que telle, et on va discuter avec les gens. Alors, n'ayant pas lu le roman cette fois, je peux pas trop rentrer dans les détails de savoir si c'est dans le roman ou pas, je pense que on doit retrouver une certaine schématique qui a été utilisée dans le premier film. Par exemple, dans le premier film, il y avait une course-poursuite qui n'était pas dans le roman, et là aussi, il y a une petite course-poursuite de rien du tout. Pas super bien filmé, d'ailleurs, sur certains aspects, qui je pense n'était pas dans le roman, mais qui est là pour dynamiser. De même, je suppose que, encore une fois, on a les interrogatoires des différents suspects, qui dans le roman doivent être plus classiques, plus enchaînés, et là, encore une fois, comme dans le premier, on va essayer de varier l'endroit où ça se fait, pour essayer de dynamiser, rendre tout ça un petit peu plus cool, un petit peu plus digeste aussi pour le spectateur. Et à travers ces interrogatoires, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Bah, évidemment, on va voir que tout le monde peut être à peu près coupable, pour quelle raison, et on va aussi, évidemment, creuser leur psychologie, peut-être c'est un peu fort, mais leur personnalité, leur
leur situation et leur drame personnel. Et c'est là où le film est peut-être un peu faiblissant, c'est que je trouve qu'il y a certaines sous-histoires, certaines sous-intrigues, qui peut-être seront liées à la principale, ça je vous laisserai voir, mais certaines sont plus intéressantes que la principale, donc l'histoire de meurtre. Et sans spoiler, globalement, les révélations qui sont faites dans le film, je suis pas sorti en me disant « Waouh, je l'avais pas vu venir, oh non, c'est pas vrai, oh là 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 là, oh là là ». J'ai trouvé que globalement, c'est un petit peu prévisible. Mais l'avantage, c'est que c'est prévisible, mais pas totalement non plus. Et on est au cinéma, il peut se passer tout n'importe quoi. Mais voilà, c'est un petit défaut que j'ai trouvé en tant que tel. Le personnage d'Hercule Poirot, lui aussi, me semble être un poil plus développé, avec une scène qui se passe au tout début, hein, pendant la guerre mondiale, qui essaie de nous parler de ce personnage, de nous évoquer ce personnage, peut-être pour développer plus son aspect dramatique, hein, pour, comme j'avais déjà dit, hein, faire une franchise. Alors je sais pas si un cinématique univers c'est possible là-dedans, mais en tout cas une franchise Hercule Poirot, peut-être Agatha Christie ou sens large, hein, et là peut-être ils vont partir dans un délire de cinématique univers, mais en tout cas une franchise. Et encore une fois, on a, on va dire, un épisode de cette franchise. Je rappelle qu'Hercule Poirot, ça passe à la télé, hein, tout le temps. Donc on a toujours cette sensation d'épisode, mais on essaye de rajouter du drame pour nous parler un peu de l'origine story, on va dire, d'Hercule Poirot. Et c'est pas plus mal, ça fait partie un peu de ces à côté qui sont plutôt intéressants. Évidemment, c'est pas surdéveloppé, mais c'est quand même présent. Le personnage d'Hercule Poirot, toujours interprété comme dans le premier film, c'est-à-dire un peu dans l'excès, un peu dans une certaine... ouais, enfin, dans l'excès, quoi, j'ai pas d'autre terme. Un certain excès, en tout cas, si on compare à d'autres interprétations. Je les ai pas toutes vues, dont celle de 78, que j'ai pas vue. Donc, est-ce que ça peut plaire ou déplaire? Je sais pas. Je pense que c'est vraiment travaillé pour parler à un public actuel. La mise en scène, encore une fois, comme le précédent, elle fait très fake, c'est-à-dire il y a tout qui fait très ordinateur, images retouchées par ordinateur, les grands décors sur le Nil, en Égypte et tout ça, les pyramides et compagnie. Il y a un côté très fake qui ressort de tout ça. Alors, je sais pas du tout comment ils ont filmé, mais il y a un côté très fake qui ressort de tout ça. Et c'est à double tranchant, parce que ça donne au film, en effet, quelque chose de très moderne, et je pense que... il joue cette carte-là pour ne pas être trop classique, justement, parce que finalement, c'est juste une histoire d'enquête, quoi. C'est un truc basique, hein, on en a plein des séries télévisées avec des histoires d'enquête. Donc, on essaye de dynamiser le film en lui donnant une esthétique particulière, et ça, à ce niveau-là, il est dans la continuité du précédent, quoique, peut-être que je me trompe, parce que l'autre j'ai vu en 2017, j'ai un peu l'impression qu'il est un petit peu moins poussé dans l'esthétique. Peut-être que je me trompe, mais ça c'est à vous de me dire si vous avez celui de 2017 à fond dans la tête, mais là, voilà, il y a quand même une esthétique qui est plutôt poussée dans ce genre-là. La mise en scène, moi, me paraît pas mauvaise, hein, en tenant compte de tout ça. Je trouve que, comme j'ai dit, il arrive à essayer de dynamiser les endroits pour filmer ses scènes. J'ai pas lu le livre, donc peut-être que c'est toi, c'est dans le roman. Mais je veux dire, il essaye de dynamiser. Il y a certains effets de suspense qui fonctionnent bien, avec une caméra qui se veut un peu moderne et tout. Voilà, il y a ce côté fake qui pourra déranger, mais dans l'absolu, je trouve vraiment qu'au moins, il y a une espèce de patte. Une patte totalement artificielle, mais une patte qui est quand même présente et qui relie d'ailleurs les deux films dans une espèce de saga particulière de ce Hercule Poirot-là. Les acteurs, personnellement, je les ai trouvés bons, les acteurs de second rôle, j'ai rien vu comme interprétation qui me dérangeait. Certains sont plus en couleur que d'autres, etc., mais globalement, non. Celui qui m'a un petit poil plus dérangé, c'est, comment il s'appelle, Armie Hammer, que j'ai trouvé être un peu imparfait à des moments, mais c'est très léger. Même Gal Gadot, je trouve qu'elle se débrouille bien, et d'ailleurs son apparition est sublime, hein, la lumière et tout, et justement cette retouche numérique, hein, en plus, je pense qu'elle n'a pas besoin de beaucoup de retouches, la demoiselle madame, là, mais tout ça très bien en valeur, je parle que d'elle, mais je parle globalement de la scène du film et tout. Même elle, donc niveau actrice, on sait qu'elle n'est pas oufissime, là je trouve que bon, bah, pour ce qu'elle a à faire, elle s'en sort. Non, sérieusement, pas grand chose à critiquer. Sauf que c'est, comme j'ai dit, un principe d'un truc classique. Le film nous chante encore la même mélodie. Pendant que je le chante, la dépêche-toi, c'est nul. Du classique, mais mis au goût du jour. Le premier avait fonctionné, donc celui-ci devrait vous plaire, je pense. Pas grand-chose à dire de plus et à épiloguer, donc voilà, comme je crève la faim parce que j'ai plus d'appétit je vais pas faire la blague. Moi je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas le like, le partage et l'abonnement, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, j'espère que vous apprécierez ce mort sur le Nil. Voilà, merci, prévisible. Allez, portez-vous bien et ciao tout le monde.